On pourrait presque dire que l'énergie, c'est une drogue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans un premier temps, est très sympathique. Plus on en consomme, plus c'est sympathique. Sauf que les effets désagréables, le côté gueule de bois, arrivera derrière. Le temps libre, les retraites, les études longues, les 35 heures. En gros, la totalité de ce qui aujourd'hui fait ce qu'on considère être les acquis sociaux que nous pensons éternels, c'est l'énergie. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, chaque terrien dispose de l'équivalent de 200 esclaves par personne. C'est ça que nous a procuré l'énergie abondante et à bas prix. Donc c'est les machines qui produisent, c'est pas du tout les hommes. La raison pour laquelle la productivité du travail a augmenté, c'est parce que les machines se sont mises à bosser à notre place, c'est pas parce qu'ils nous a poussé les bras et les jambes. Si transitoirement la France a eu un PIB plus important que celui de la Chine, c'est pas parce qu'on était plus nombreux. On n'a jamais été plus nombreux que les Chinois. C'est parce qu'on avait plus de machines. Et il faut voir aujourd'hui que si l'essentiel de la planète mange à sa faim, c'est aussi dû à l'avènement des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, par exemple, ont permis à la productivité céréalière en France d'être multipliée par 5 à 6 au sortir de la dernière guerre mondiale. Ça, c'est les tracteurs, les engrais et les phytosanitaires, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Tout ce qui fait les acquis sociaux réside là-dedans. Tout. Il est évident qu'on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique, on est en train de parler de quelque chose qui a le potentiel pour dynamiter la totalité de ce qu'on considère aujourd'hui être les acquis éternels d'une société stable et opulente. Je soutiens que ce qui a fait les 35 heures, l'égalité homme-femme, le divorce, les études longues, la tertiarisation de l'économie, l'étalement urbain, la concentration urbaine, les campagnes qui se vident, etc., c'est juste ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est-à-dire qu'on a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. Depuis 2 siècles, on a considéré que la physique n'avait rien à faire dans le système économique. Maintenant qu'on est 8 milliards et qu'on consomme ce qu'on consomme, on ne peut plus raisonner comme ça. Et aujourd'hui, notre activité est devenue très significative par rapport au niveau du stock. Et ne pas surveiller le niveau du stock nous conduit à des erreurs majeures. La seule chose que les maths vous autorisent, et ça se démontre, c'est que à ce moment, l'extraction de votre stock part de 0, termine à 0 et passe par un maximum entre les deux. C'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour le charbon et ça sera vrai pour tous les minerais métalliques que nous avons sur cette bonne vieille terre. Tous. L'approvisionnement de charbon est en déclin, climat ou pas climat. L'approvisionnement en pétrole est en déclin, climat ou pas climat. Et l'approvisionnement en gaz est en déclin, climat ou pas climat. Climat ou pas climat. Climat ou pas climat. Donc si vous regardez ce qui relève vraiment de la physique et pas de la valorisation conventionnelle, en fait ça n'augmente plus déjà depuis que le pétrole européen s'est mis à décliner. Et ça va s'accélérer malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Et c'est parce que cet approvisionnement a décliné que la croissance économique a commencé à ralentir dans ces zones-là, que ça a créé aux États-Unis un problème de retournement des prix de l'immobilier, qui lui-même a engendré la crise financière que l'on sait. Donc c'est bien la crise énergétique qui a déclenché la crise financière. Donc c'est pas on consomme moins de pétrole parce que c'est la crise, c'est d'abord il y a moins de pétrole et ensuite c'est la crise. Ensuite c'est la crise. J'ai pas eu le temps de vous exposer en quoi pour moi le printemps arabe était déjà très largement une conséquence de la contrainte énergie-climat, mais il est évident qu'on va avoir des déstabilisations socio-économiques massives dans un monde dans lequel il y a à la fois un problème sur l'énergie fossile et un climat qui se dérègle rapidement, et ça sent pas bon pour mes enfants ni même pour moi. Ça serait simple si c'était une affaire de couleur politique. C'est une affaire physique structurelle, pilotée par des systèmes dans lesquels le pas de temps c'est le demi-siècle. Cette affaire-là va donc s'appliquer à des échelles de temps qui dépassent le temps caractéristique d'un mandat électoral dans les démocraties et qui, soit dit en passant, dépasse également très largement la stratégie de long terme de votre employeur futur s'il est coté en bourse. La démocratie recèle en elle-même sa propre fragilité, qui est d'être incapable de gérer correctement
les grands dangers de long terme. Incapable de gérer correctement les grands dangers de long terme. Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre à la vitesse à laquelle il faudrait le faire pour qu'on ait les fameux 2 degrés qui ne soient pas dépassés, c'est une économie de guerre. Quand je dis économie de guerre, ça veut dire qu'on rentre dans des systèmes dans lesquels une part de notre liberté d'aujourd'hui n'existe plus. Une part de notre liberté d'aujourd'hui n'existe plus. Ça, c'est pour vous faire toucher du doigt à quel point aujourd'hui nous sommes à des années-lumière avec les habitudes que nous avons d'avoir quoi que ce soit qui puisse ressembler à une empreinte carbone qui soit compatible avec le monde des 2 degrés, qui est par ailleurs la promesse politique de tout un chacun en ce moment. Nous ne retrouverons pas une croissance économique forte. C'est fini. Alors, on peut penser que c'est un bien ou un mal. Là n'est pas la question. La question, c'est si gérer, c'est prévoir. Je pense que c'est ça qu'il faut prévoir. 3 critères qui comptent pour moi, c'est la balance commerciale, le taux de chômage, les comptes publics. Je vais peut-être vous choquer, mais le pouvoir d'achat moyen du Français n'est pas mon sujet premier, parce que de toute façon, je pense qu'il va baisser. Et que plus on s'arc-boute sur le pouvoir d'achat du Français moyen, et plus on va dégrader les 3 autres indicateurs dont je viens de parler. La grande distribution a fait le bonheur du consommateur et le malheur de la balance commerciale et le malheur de l'emploi français. Le malheur du consommateur fait le bonheur du salarié et inversement. Plus vous gagnez d'argent, plus votre empreinte carbone est élevée. Première approximation. Parce que si vous ne le dépensez pas ici, vous allez le dépenser là-bas. Et si vous ne le dépensez pas et que vous l'épargnez, vous allez financer des activités qui vont émettre. Donc dans tous les cas de figure, il y a malheureusement une loi du genre qui est plus vous avez d'argent, plus votre empreinte carbone est élevée. C'est peut-être mieux d'avoir un PIB en baisse plutôt que de se faire la guerre, de mourir de maladie ou de mourir de faim. De mourir de maladie ou de mourir de faim. De mourir de maladie. Donc beaucoup moins de CO2 sans récession, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Aujourd'hui, nous avons mis le système hors d'équilibre, donc il se régulera de toute façon. Aujourd'hui, nous avons mis le système hors d'équilibre, donc il se régulera de toute façon. Ma conviction, c'est que ce genre de transition, à cette vitesse, c'est la guerre partout. À cette vitesse, c'est la guerre partout. À cette vitesse, c'est la guerre partout. Nous ne retrouverons pas une croissance économique forte. Nous ne retrouverons pas une croissance économique forte. C'est fini. C'est fini. Ce réchauffement climatique a le potentiel, pour faire très court, s'il se monte à 4 ou 5 degrés en un siècle, en gros de tuer la moitié de la population et de faire que l'autre moitié vivra dans un monde désolé dont on ne voudrait pas pour nous-mêmes. Et c'est ça qu'on est en train de préparer pour nos gosses. C'est ça dont on est en train de parler. Alors si on veut pas ça, il faut que la quantité de combustibles fossiles qu'on utilise dans le monde baisse de 5% par an. Donc tous les ans, 5% de moins que l'année précédente, ce qui est à peu près ce qu'on va avoir en 2020 à cause du Covid. Or, à Paris, si vous faites la somme des engagements des pays, tout ce que vous obtenez, c'est que les émissions augmentent. Par contre, je pense que le temps presse, on l'a déjà dit, et je pense qu'il est donc extrêmement urgent d'avoir quelque chose qui commence à être un peu sérieux sur la manière dont on fait un projet politique désirable dans ce genre d'univers. La question, c'est est-ce que dans cette société-là, on peut retrouver du sens, parce que c'est la seule contrepartie qu'on peut offrir. Dit autrement, à partir du moment où les gens vont de toute façon gagner moins, la seule bonne question pour moi, c'est est-ce qu'on leur offre libération de l'angoisse quant à l'avenir ? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme raison d'avoir envie de se lever le matin à des gens à qui vous n'allez plus pouvoir donner ce qui était la base du contrat social depuis 2 siècles, c'est-à-dire de plus en plus de pognon ? Du sens. Et rien d'autre. Du sens. Et rien d'autre.